Dans la capitale du royaume de Gallia, le roi et sa cour doivent être exécutés en public. Le bourreau a claqué des doigts, et la guillotine est immédiatement tombée pour tuer le 97e, puis le 98e, puis le 99e. Ils pensaient pouvoir mettre fin au régime tyrannique de l'intérieur, mais au final, c'est eux qui les ont minés. Le 100e mort, l'homme s'est adressé aux citoyens, disant que le roi et ses sbires ne leur feraient plus de mal. L'ère de l'oppression se termine ce jour-là, et à sa place, ils inaugurent l'ère de la libération. Des pas traînants traversent la plateforme, incitant la foule à s'emballer. Ils hurlent des insultes et réclament leur mort immédiate. Quinn, le premier conseiller du roi, les considère comme des idiots en quête de violence. Il était lié et incapable de faire quoi que ce soit, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dupés par les personnes mêmes qui sont à l'origine du spectacle de la subjugation. L'Ordre de la Libération est un groupe d'aristocrates qui se battent soi-disant pour le peuple, mais ont en fait été fondés par la famille de Sac. Ce sont les vrais tyrans qui tirent les ficelles de l'ombre depuis des siècles. Leur prochaine étape consiste à faire croire aux gens que la libération est imminente et à l'utiliser comme prétexte pour massacrer leurs ennemis une fois pour toutes. S'adressant au peuple, le bourreau dit que c'est le moment qu'ils attendent tous. Il appelle le roi et ses conseillers. En réalité, les deux Sacs se fichent de qui sert de roi tant que c'est une marionnette qu'ils peuvent contrôler. Ils sont accusés d'affamer les citoyens et de s'aligner sur les démons qui élèvent leur maison. Dans leur soif de pouvoir, les conseillers sont accusés de sacrifier des milliers de leurs frères. On leur dit que l'ordre de libération ne tolérera pas de telles choses. La foule rugit. Quinn les méprise, sachant qu'ils ont inventé tout cela. Les prétendues réunions clandestines avec le roi démon sont l'excuse de la famille pour les servir à la foule révolutionnaire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'ont pas réussi à capturer leur arme secrète. Inquiète et également liée, Elisabeth demande s'il est sûr que le rallié viendra. Quinn a pleinement confiance que son ami de 20 ans regardait de l'intérieur de la foule. Agacé par leur marmonnement, le bourreau tire sur leur chaîne magique. Regardant la femme, le garde considère cela comme un gaspillage d'un être aussi délicieux. Il lui prend le visage et dit que puisqu'il ne lui reste que quelques minutes dans le monde, ils peuvent simplement les passer ensemble à l'arrière de la plateforme. Cela fait arrêter Quinn et lui ordonner de lui enlever les mains. L'ignorant, le garde commence à la traîner pour un peu de plaisir avant qu'elle ne perde la tête. Le conseil du roi perd patience et commence à libérer son pouvoir avec colère. Alors que les soldats tentent de maîtriser la situation, l'éclat de sa puissance envoie une bande d'entrevolés en arrière. L'homme qui harcèle Elisabeth en prend le plus et commence à se briser de l'intérieur. Étant donné que le captif commençait à se libérer de son charme de retenue, ils se mettent en formation et essaient de renforcer le sort. Avec cela, Quinn est obligé de s'incliner, maîtrisé en un instant. Il maudit tout cela, incapable d'utiliser son pouvoir comme il l'entend. L'entourant d'armes, ils lui disent d'arrêter de se tortiller. Cependant, le sourire n'a pas quitté son visage. Certains que leurs positions seront inversées dans un instant. Après tout, celui qui va les sauver sera bientôt là. Celui qui l'attend est Silas, son meilleur ami, et l'allié le plus fort qu'ils aient. Ils se sont rencontrés à l'académie à l'époque où leur pouvoir venait de s'éveiller. Sa famille a été impitoyablement assassinée sur les ordres de la famille d'Isaac. À un moment donné, ils sont rapidement devenus des frères d'armes, chacun gravissant les échelons de la noblesse et s'efforçant de mettre fin à la tyrannie de l'intérieur. Malheureusement, ils ont été trahis, et il a été arrêté avec ses compagnons, mais Silas était toujours libre. L'ordre ignore à la fois ses intentions et son incroyable pouvoir. Quinn est le prochain pour la guillotine. Le voyant s'approcher, le bourreau le qualifie de l'un des plus fourbes complices du roi, le tyran qui a conduit le royaume à la ruine et à la famine. Appelé. Le conseil s'est redressé et s'est avancé la tête haute. Il s'est assuré d'être préparé, s'attendant à ce que son sauveur et meilleur ami vienne à tout moment. Le bourreau demande au conseiller s'il a des dernières paroles à prononcer. Quinn lui déconseille d'être aussi confiant, sachant exactement qui est derrière leur ordre. Entendant leur piège, ils ont commis une erreur et n'ont pas réussi à capturer leur membre le plus fort, Silas. Répétant le nom, l'homme a commencé à enlever son casque et à envoyer le captif dans un état de choc et d'incrédulité. Celui qu'il considérait comme son frère et son plus grand allié était celui qui les avait trahis. Il refusait de le croire, disant que cela pouvait être n'importe qui sauf lui. Après tout, il est son meilleur ami et l'espoir du peuple. Sous l'atmosphère mortelle, Silas lui dit de ne pas trop exagérer. Pendant toutes ces années, il a joué le jeu selon son petit plan et est resté non détecté. Pour expliquer au minimum, il dit que les deux Sacs étaient juste plus convaincants qu'il ne l'est. Quinn se demande comment tout cela était même possible. Ils se connaissent depuis 20 ans et ont traversé des épreuves comme de vrais frères et sœurs liés par le destin. Souriant, Silas lui demande de ne pas le prendre personnellement et dit qu'il doit retourner au travail. Il remet son casque et dit au garde de le mettre dans la guillotine. Aussi choquant que cela puisse être, Quinn sait enfin qui les a trahis et qui causera chacune des exécutions de ses camarades. Rempli de rage, il grogne contre son vieil ami, jurant de lui faire payer ses péchés. La puissance jaillit de son corps, se manifestant sous la forme d'une présence démoniaque au-dessus de lui. Regardant ses ennemis, il utilise sa capacité pour éliminer quelques soldats en un instant. Il pense qu'il a réussi à se libérer du charme,
mais il voit le conseil chargé sur eux comme une bête alors que son corps était toujours maîtrisé. Désarmant rapidement et facilement l'une des cibles, il attrape la poignée d'une épée en plein vol et la serre entre ses dents. Le flux de son énergie enveloppait son corps. Pendant ce temps, les soldats font de leur mieux pour le maîtriser, mais Quinn perçait déjà. Sur une tour voisine, des archers ont encoché leurs arcs renforcés dans une tentative de le tuer. Voyant cela, il envoie son pouvoir pour s'occuper d'eux à des mètres de distance. Ils sont dévorés et projetés hors de la tour, éliminés par le prisonnier démoniaque. D'autres soldats trouvent leur chance et travaillent à renforcer le charme de restriction. Il était entouré et progressivement repoussé par leur magie, mais rien n'était assez fort pour étouffer la rage d'avoir été trahi par son ami le plus fiable. Même Silas en avait marre des jeux auxquels il jouait, alors les deux se sont chargés l'un sur l'autre désireux de mettre fin aux choses une fois pour toutes. Liés comme des frères et sœurs, leur relation fatidique a pris une tournure pour le pire. Quinn est tombé avant même de pouvoir atteindre sa cible, et il est forcé de lâcher sa lame. Pendant ce temps, le traître se tenait droit, disant qu'il faut faire quelque chose soi-même si l'on veut que cela soit fait correctement. Les liens étaient serrés au maximum, et le captif ne pouvait rien faire. Attrapé par le cou, il est ensuite jeté sur la guillotine, où la pièce de bois se referme autour de son cou. Réalisant qu'il va mourir, Quinn se demande ce qu'il a fait pour être ainsi trahi. Silas assure à son vieil ami qu'il n'y a pas eu de tournant majeur, et qu'il n'était qu'un pion qui a survécu à son utilité. D'un claquement de doigts, la guillotine est tombée et la tête du conseil avec elle. Alors que sa conscience était encore intacte, il ferma les yeux, incapable d'accepter que les choses se terminent ainsi. Le monde était en flammes. En ouvrant les yeux, il sentit une chaleur intense et vit un chaos déchaîné qui lui fit se demander s'il était en enfer. La pensée de consacrer sa vie à libérer les gens de la tyrannie et d'être envoyé en enfer malgré tout était assez ridicule pour le faire rire. Sa vue s'éclaircit et la scène devient plus apparente. Comme frappé par le désespoir, il tomba à genoux, triste, croyant qu'il ne méritait rien de tout cela. À ce moment-là, il entend quelqu'un lui dire de ne pas perdre la tête et de se mettre à couvert. Le conseil reconnaît son village et se demande si son enfer est de revivre sa destruction. Il reconnaît même l'armure des envahisseurs appartenant à l'armée du comte Ravel. Un jeune homme lui crie de courir pour sauver sa vie. Quinn se fige en voyant Gavin, un ami qu'il n'a pas vu depuis 20 ans, depuis qu'il a été tué cette nuit-là. L'ami courut pour s'échapper, lui disant de le suivre. Cependant, il trébucha sur un cadavre au sol et dégringola au milieu du champ de bataille. Cette petite erreur allait finir par le tuer, lui coûtant sa chance de s'échapper. Un soldat leva sa hache sur le villageois qui avait osé se faire un ennemi de leur compte. Réalisant que son ami était sur le point de mourir à nouveau, le corps de Quinn bougea tout seul et se lança à l'action. Il saisit un bouclier à proximité et arrive juste à temps pour bloquer la lourde hache qui arrive. Le soldat est d'autant plus surpris que le combattant enchaîne avec un coup de pied sur le côté. D'un autre côté, le premier conseil était stupéfait et se demandait pourquoi son attaque était si faible. Il ne pouvait même plus sentir ses pouvoirs monter en lui. Saluant la technique du paysan, le soldat se tenait devant lui. Et sur son armure, Quinn vit le reflet de son visage. Sa cicatrice n'était pas là, et il était à nouveau jeune, comme si le temps avait reculé. Gavin cria à son ami immobile et distrait, lui disant de s'enfuir du coup de l'ennemi. C'était déjà trop près pour esquiver, alors il réagit instinctivement et saisit plutôt le poignet de l'homme. Puisqu'il était si fort et pouvait à peine être retenu, le jeune homme doit maintenant compter sur la technique pour gagner. L'ennemi se moque de sa faible tentative, mais augmente la puissance et abat sa lame sur le villageois. Alors qu'il était sur le point d'être tranché en deux, Quinn se souvient que l'armure qu'il porte a un plaquage mince autour du cou. Pivotant sur son pied, il se tourne et lâche prise pour esquiver la lame tranchante de quelques centimètres. Conservant les compétences qu'il a perfectionnées pendant 20 ans de combat, il projette l'épée hors des mains de l'homme et la prend rapidement pour lui-même. Avec une expérience que la plupart d'entre eux ne peuvent même pas espérer avoir, il tranche le cou du soldat et lui arrache la tête. Avec une technique que son jeune lui n'avait jamais eue auparavant, Quinn décapita le soldat ennemi. Agréablement choqué, Gavin demande où il a appris à faire une telle chose. Le régresseur se tourna vers son vieil ami et teint son visage de manière expérimentale, confirmant que c'était bien lui. Son comportement étrange et faux est écarté comme un effet secondaire du choc, mais il savait au fond de lui ce qui venait de se passer. Il est vrai qu'il est remonté dans le temps de 20 ans, mais comment était-ce possible? Il se souvient clairement d'être sur la guillotine et de s'être fait trancher la tête. Le voyant perdu dans ses pensées, Gavin le ramène à la réalité avec une tape ferme et dit qu'ils doivent aller sauver leur famille des envahisseurs. Autour d'eux, les hommes du comte pillaient et brûlaient tout le village. Il est spécifiquement revenu au jour où l'armée de Ravel a réprimé la révolte dans leur maison. C'est le jour où ses amis et sa famille sont morts, et l'image horrible était encore vive dans son esprit. Rappelés à cela, ils ont accéléré pour sauver leurs proches. On ne sait toujours pas pourquoi il a été ramené à ce moment, mais cela n'a pas d'importance pour l'instant. Cette fois, Quinn ne laissera pas les malfaiteurs nuire à sa famille. Avant sa mort, il était parmi les guerriers les plus puissants de Gala, et l'un des rares qui pouvait défier les deux Saxes. Cependant, il est maintenant de retour dans son corps d'adolescent. Ses pouvoirs ne se sont pas encore éveillés,
et il ne s'est toujours pas inscrit à l'académie. En d'autres termes, il n'est qu'un simple paysan pour l'instant. En courant vers sa maison, il voit un éclair de magie traverser les airs. Heureusement, il réagit assez vite et tire Gavin en arrière à temps pour le sauver. L'éclair frappe le mur, et il regarde par-dessus pour voir un noble. Zivold, le fils du comte, s'avançait vers eux, débordant de puissance. Un couple de civils s'inclinèrent et le supplièrent d'épargner leur maison, qui était tout ce qu'ils avaient. Souriant sombrement, il les appelle des rats et étincelles de magie. S'ils ne lui donnent pas leur maison, alors il pourrait aussi bien la brûler avec eux. Il libère une vague d'énergie qui coupe la famille et leur maison en deux. Pendant ce temps, Quinn maudissait cette racaille, se souvenant qu'il avait également massacré ses parents. Cela dit, il ne peut rien faire contre les petits nobles sans ses pouvoirs. Le plan pour l'instant est de se déplacer silencieusement à travers les toits et d'atteindre sa maison sans être détecté. Cela fonctionne et ils atteignent sa maison rapidement, mais voient les envahisseurs déjà entrer à travers les décombres. Comme ils étaient déjà là, un combat était fondamentalement inévitable. Gavin essaie de l'arrêter, voulant d'abord appeler à l'aide, mais il n'a pas beaucoup de temps avant qu'il ne décime sa maison. Sans aucun noble, ce n'était que de simples fantassins de l'armée du comte. Il est vrai qu'il n'a pas ses pouvoirs, mais ses souvenirs de 20 ans sur le champ de bataille sont toujours intacts. Encouragé par cette expérience, il se lance à l'action et s'écrase dans sa maison à travers la fenêtre. Là, il voit immédiatement les hommes déjà mettre la main sur sa famille. Il compte 3 intrus au total. Il voit et essaie de le maîtriser, mais Quinn a déjà mis la main sur une paire de couteaux de cuisine. Disant qu'il aimerait les voir essayer, le vétéran en lance un sur un ennemi. La lame est logée dans le cou d'un homme avant même qu'il ne puisse réagir. Maintenant, il n'en restait plus que 2. Alors que les soldats regardaient leurs camarades tomber sans vie d'un seul coup, leur ennemi chargeait déjà avec une vitesse mortelle. Ils réagissent et l'un réussit à bloquer avec son épée à temps. Pendant cet affrontement intense, Quinn sent l'autre intrus arriver par derrière. Un homme normal serait sans défense dans cette situation, surtout qu'il ne peut ni avancer ni reculer. Cela dit, il peut toujours monter. Il saute haut dans les airs et esquive le coup d'épée, qui frappe à la place le camarade de l'homme. Il ne restait plus qu'un seul homme, et il est tombé juste derrière lui. Toute sa vie, il a rêvé de ce qu'il aurait pu faire aux assassins de sa famille. Jamais dans ses rêves les plus fous il n'aurait pensé pouvoir les revoir vivants. En conséquence, il fait preuve de miséricorde envers l'homme et le tue avec un minimum de douleur. Leur maison a été défendue, et sa famille a couru embrasser son sauveur. Quinn les serre dans ses bras en disant qu'ils lui ont manqué toutes ces années. Confus par ce qu'il veut dire, son père lui demande où il a appris à se battre comme ça, alors il promet juste d'expliquer les choses plus tard. Pour l'instant, ils doivent partir pour la forêt où c'est plus sûr. Il s'en souvient bien. Les seuls survivants cette nuit-là furent les personnes qui s'enfuirent dans les bois et revinrent à l'aube. Ils retrouvent Gavin qui était dehors et lui disent de venir avec eux. Comme la maison de ses parents est à la lisière de la forêt, ils sont déjà en sécurité. Il se souvient aussi de cela et de la façon dont ils ont survécu alors que leur fils est mort. Déterminé à changer ce destin, Quinn conduit le groupe en sécurité. Tant de villageois ont perdu la vie ce jour-là, tués par les hommes cruels du comte. Maintenant qu'il a une seconde chance, il doit bien l'utiliser. Ils ont réussi à se regrouper avec les autres et à préparer un camp pour la nuit. Leur disant de rester là, il avait l'intention de faire autre chose, mais a soudainement perdu ses forces. Sa vision est devenue floue, mais il s'est senti tomber. Alors qu'il l'appelait, le jeune homme s'est évanoui d'avoir poussé son corps faible à ses limites. Dès qu'il a fermé les yeux, il a rêvé de son passé tragique et a revécu le cauchemar. Avec ses camarades attachés et regardant, son meilleur ami l'a traité de pion qui a survécu à son utilité. Juste comme ça, le traître l'a décapité comme s'ils n'avaient pas passé 20 ans ensemble. Enfin et curieusement, il entend les cris de douleur de Gavin. Quinn se réveille avec une lumière chaude du soleil sur lui. Il n'y avait plus aucun doute à ce sujet, et il a vraiment régressé de 20 ans en arrière. Quelle que soit la raison, il a maintenant un énorme avantage sur ses ennemis. Il est déterminé à ne pas échouer à tout prix, mais il doit encore éveiller son pouvoir pour réussir. Juste à ce moment-là, il entend un cri perçant et court aussi vite que possible pour se regrouper avec les villageois. Était-ce les gardes? Au lieu d'ennemis, il voit Gavin, triste et agenouillé sur le sol. Son père explique que le jeune homme aura besoin de temps car les soldats ont tué ses parents. Quinn n'arrivait pas à y croire, certain que la mère et le père de son ami avaient survécu dans sa vie antérieure. Quinn se demande ce qui s'est passé, se souvenant que les parents de Gavin vivaient près de la forêt. Son père soupire et raconte que Zevold s'est déchaîné après avoir découvert que certains de ses hommes étaient morts. En d'autres termes, c'était de sa faute s'il avait tué ses soldats. En sauvant ses parents, il a fini par rendre orphelin l'ami qu'il chérissait. De même, à genoux, Quinn regarda le ciel. Appelant celui qui l'avait envoyé là-bas, il demande s'il est puni et s'il va être tourmenté pour l'éternité. Son père le console en lui disant qu'il ne doit pas se blâmer pour ce qui s'est passé. Considérant tout, les vrais méchants sont les Ravels qui causent violence et chaos. On lui dit qu'il a sauvé Gavin et il se dit fier de son fils. Le vieil homme avait raison et il ne pouvait pas continuer à déplorer son sort. Ayant eu une seconde chance, il doit maintenant l'utiliser pour créer un avenir meilleur.
Pour tirer le meilleur parti de son avantage, il devra commencer par réveiller ses pouvoirs une fois de plus. Tant qu'il sera faible, il ne pourra pas vaincre un soldat, et encore moins changer son destin. Cette fois, il protégera qui il peut protéger. Mehdi, sa petite sœur, qu'il a abandonnée dans sa vie antérieure. Après la mort de leurs parents, il quitta le village avec l'intention de se venger. Pour satisfaire ses désirs, il l'a laissée aux soins d'Aldé, le chef de leur petite ville, et n'a appris que plus tard qu'il la maltraitait constamment. Quand l'occasion s'est présentée, il l'a vendue aux hommes du comte qui ont ensuite continué les abus. Elle a pleuré et l'a appelé à l'aide, mais c'était trop. À la fin, elle a décidé de mettre fin à sa vie solitaire, abandonnée par le monde cruel. Le souvenir et le regret le hantent encore. Cette fois, il la serre fort dans ses bras, promettant de ne plus jamais commettre la même erreur. Juste à ce moment-là, il se fige et réalise ce qui aurait pu se passer. Il se précipite vers Gavin et lui demande où est sa sœur, Anna. Toujours en deuil, il dit qu'Aldé s'occupe d'elle maintenant que leurs parents sont partis. En sauvant Mehdi, il a condamné la sœur de son ami comme c'était le cas avec leurs parents. Essayant d'agir vite, Quinn lui dit de la prendre au chef car on ne peut pas lui faire confiance. Le jeune homme est confus et se demande pourquoi il dirait cela à propos du chef de leur village. Juste à ce moment-là, une voix basse demanda ce qui se passait. Aldé s'approcha et leur dit de donner de l'espace au jeune homme en deuil. Les autres ne le savent pas encore, mais l'homme diabolique cachait ses vraies couleurs. Avec un sourire chaleureux, le chef encourage Gavin à rester fort et promet de prendre soin d'Anna. Ignorant sa vraie nature, le garçon orphelin ne pouvait pas être plus reconnaissant. Quinn s'éloigne, car personne ne va le croire, peu importe à quel point il insiste. Alors qu'il s'éloigne pour se reposer, le soleil se couche et la lune se lève sur la forêt. Dans sa vie antérieure, il est allé seul dans les montagnes après la mort de ses parents. Par pur hasard, il a réveillé le pouvoir dormant en lui quelques semaines plus tard. Maintenant, il sait comment déclencher l'éveil tout seul et peut le faire en 2 jours. Il saute de toit en toit, maudissant Xivul qui a fait plus de dégâts cette fois que la dernière fois. Heureusement pour lui, un autre rat avait besoin de son attention. Il arrive chez Aldé et entend immédiatement une étrange combinaison de cris et d'aboiements. À l'intérieur, un couple de chiens enragés grognait sur Anna, qui était déjà battue et en lambeaux. Elle les suppliait de rester à l'écart, mais le chef lui saisit la main, lui disant d'en profiter puisque personne ne venait la chercher de toute façon. Que ce soit dans cette vie ou dans la suivante, il est vraiment une vermine de part en part. Voyant Quinn, le vieil homme lui demanda ce qu'il faisait là. Il était déjà prêt à se battre et la menacer de mort. Sans perdre un instant, il ordonne aux chiens d'attaquer. C'était un problème car il ne pouvait pas les laisser approcher d'Anna, alors le jeune homme a fui la pièce. Dès qu'ils le suivent, il pivote et verrouille la porte pour les garder dehors. Aldé le regarda fixement. Comme sa hache allait bientôt lui fracasser le crâne, il a décidé de lui révéler un petit secret. Le chef révèle qu'il a conspiré avec les hommes du comte pour tuer sa famille afin de pouvoir obtenir Mehdi. Comme ils ont fait un travail épouvantable, il devra le faire lui-même. Quinn n'est pas impressionné et lui demande simplement s'il a fini de discourir. Il était déjà au courant de son stratagème avec le comte, y compris la promesse de le faire devenir noble après. Aldé est choqué, ne sachant pas qui aurait pu le dire au garçon. En fait, c'est lui qui l'a fait. Juste avant d'être éventré, Quinn l'avait déjà tué lorsqu'il avait découvert ce qu'il avait fait à Mehdi, et maintenant il sort ses lames, visiblement impatient de recommencer. Il a chargé pendant que le chef balançait sa hache. Malgré son âge et sa taille, il se déplaçait très vite, mais ses actions étaient beaucoup trop prévisibles, surtout pour un vétéran comme lui. Ayant une ouverture, c'était au tour de Quinn de frapper. Il tranche les jambes du vieil homme, qui n'arrive pas à croire que le faible garçon lui fait mal. Passant outre, Aldé appelle ça un coup de chance et frappe à nouveau, mais cette attaque est aussi facile à esquiver que la première. La prochaine entaille traverse le dos du chef, et maintenant il transpire d'inquiétude, se demandant qui aurait pu lui apprendre à se battre comme ça. Ce ne sont pas ses affaires, et ce qui devrait l'inquiéter, c'est d'être coupé en ruban. Quinn allait porter le coup fatal, mais on lui dit de ne pas oublier si vite qui est le maître entre deux. Le corps d'Aldé s'est illuminé, et il a projeté une vague d'électricité qui a envoyé le jeune homme voler. Il n'arrivait pas à y croire. Mais pour une raison quelconque, son ennemi était capable de manier l'électricité. Dans sa vie antérieure, il était si fort que le chef ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le comte n'a pas seulement promis de faire de lui un noble. Il a également aidé Aldé à éveiller ses pouvoirs. Les nobles sont des tyrans qui exploitent les gens pour leur propre profit, leur permettant de se baigner dans la richesse. Leur oppression est fondée sur leur maîtrise d'un pouvoir formidable, qui est la manipulation de l'électricité. En créant et en canalisant des courants électriques, les nobles peuvent augmenter leur vitesse, former des barrières défensives, et même transformer leurs adversaires en cendres. Ce pouvoir leur a été accordé par Dieu, qui a confié aux nobles la protection de l'humanité contre les hordes de démons qui remontent des terres du sud pour dévorer leur peuple. Du moins, c'est ce que la sale engeance veut leur faire croire. La vérité est que n'importe qui peut acquérir ce pouvoir à condition de prendre ce qu'on appelle des pilules d'éveil. Ce sont des drogues secrètes concoctées par les nobles, qui donnent à ceux qui les ingèrent la capacité de manipuler l'électricité.
Ayant reçu cela dans le cadre de leur accord, Aldé s'est réveillé et faisait maintenant partie du secret le mieux gardé de tout le pays. Enfin, il pourra quitter le village de la fosse d'aisance dans lequel il vivait et rejoindre les rangs des nobles. Queen se moque de lui, sachant qu'il finira probablement par être un larbin faisant le sale boulot. Ces mots provoquent le chef, qui pense qu'il est trop bruyant pour quelqu'un qui est sur le point d'être tué. Il tire un autre éclair d'électricité, mais le vétéran esquive parfaitement, sachant qu'il ne peut probablement même pas contrôler son pouvoir pour l'instant. Gagner est possible, mais s'il le touche, il sera littéralement cuit. Tout en esquivant et en réfléchissant à un moyen de battre son adversaire, il aperçoit une bobine de métal à proximité. C'est un rouleau de cuivre, qui est idéal pour conduire l'électricité. Queen prend l'objet. Son plan est risqué et pourrait le tuer, mais il n'a qu'une seule chance de le faire fonctionner. L'ennemi allait de plus en plus vite, et il avait besoin de trouver un moyen de garder ses distances. Pour une raison qu'Aldé ignore, le jeune homme répand le fil de cuivre dans toute la pièce et attend son meilleur coup. Cachant toujours son arme secrète, Queen provoque le chef fier et se moque de lui pour avoir tellement raté. Cela fonctionne sur l'homme follement arrogant qui charge son poing de toute sa puissance et tire une énorme décharge d'électricité vers l'avant. Synchronisant parfaitement le timing, le jeune homme lance la bobine en l'air, interceptant le boulon et conduisant toute l'électricité. Son plan fonctionnait et le fil était parcouru par l'énergie. Aldé était choqué que son adversaire ait comblé l'écart sans se faire toucher. Chaque fois qu'il esquive, il fait tourner la toile de cuivre, et chaque attaque de sa part la charge. Il était temps de porter le coup final. Annonçant la fin du match, Queen enfonce son pied dans le ventre du chef, le renvoyant en arrière et directement dans la toile de cuivre. L'électricité déferlante se propage dans tout son corps, le faisant cuire de l'intérieur vers l'extérieur. Carbonisé et fumant, Aldé tombe au sol, incrédule, et demande comment l'enfant a pu le vaincre. Il est surprenant qu'il soit encore en vie. Même pour un si gros insecte, une électricité aussi forte tuerait normalement tout ce qu'elle touche. Voyant le jeune homme prendre sa lame, le chef ignoble tente de conclure un accord. Il promet de le présenter au comte et même de faire de lui un noble. Queen fronça les sourcils en regardant l'homme qui avait l'audace d'implorer grâce après toute l'horreur qu'il avait infligée à Mehdi. Aldé était confus, sachant qu'il n'avait rien fait à sa sœur. Encore une fois, c'est une racaille lâche. Que ce soit dans cette vie ou dans la précédente, et même dans la prochaine, chaque fois que leurs chemins se croiseront, Queen va le détruire sans pitié quoi qu'il arrive. La vie du vieil homme se termine avec un coup près de boucher profondément enfoncé dans sa tête. Une fois cela réglé, il était temps de sauver Anna, qui s'était évanouie à cause de tout ce qui s'était passé. Il la porte, promettant de la ramener en toute sécurité à Gavin. Avec une fille dans ses bras, il ouvre la porte de la pièce d'un coup de pied et est accueilli par les chiens aboyeurs qui l'avaient enfermé plus tôt. Cependant, un seul regard mortel de sa part suffit à faire taire les petits animaux de compagnie. Les faisant guérir, il s'éloigne et entre dans la nuit froide. De retour dans les bois, les autres s'inquiétaient pour le jeune homme qui avait soudainement disparu. Juste à ce moment-là, ils entendent frapper et quelqu'un ouvrir la porte. Gavin court voir son ami, mais est choqué de trouver sa sœur inconsciente dans ses bras. Interrogé sur ce qui s'est passé, Queen réitère que c'était Aldé. Le chef sournois a conspiré avec le comte pour attaquer le village et prendre leur sœur. En entendant cela, ils craignent que son ami n'ait été suivi jusque-là, mais il les assure qu'Aldé ne fera plus jamais de mal à personne. S'adressant ensuite à toutes les personnes présentes dans la pièce, il dit qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. Il ne peut pas leur en dire plus, mais il sera absent pendant quelques jours, et ils doivent rester là. Son père sourit chaleureusement, disant qu'il voulait soutenir le fils qui les avait tous sauvés. Après tout, la tyrannie de Ravel doit être stoppée une fois pour toutes. Prenant fermement la main de son père, Queen dit qu'il ne les décevra pas et promet de sauver leur peuple. Assuré que sa famille était déjà fière de lui, le régresseur s'aventura seul dans un voyage. Après avoir marché un moment, il était presque arrivé à destination et n'avait plus qu'à aller un peu plus loin. Dans son ancienne vie, il s'était enfui du village après la mort de ses parents. Fou de chagrin et assoiffé de vengeance, il a erré dans la campagne pendant des semaines et s'est retrouvé au sommet d'une montagne. Il s'abritait sous un arbre quand c'est arrivé. Un éclair aléatoire a frappé et l'a touché en plein dans la poitrine. Comme une vraie tige, la foudre frappe toujours cet arbre particulier. Heureusement, une tempête est en route et ce sera le moment idéal pour qu'il déclenche son éveil tout seul. Il n'y a rien de divin dans le pouvoir que le noble a reçu de Dieu. Chaque humain a le potentiel de manier l'électricité tant qu'il est capable de la débloquer. Il existe une région du cerveau qui, lorsqu'elle est activée, confère cette capacité. Pour faciliter ce déblocage, les nobles ont mis au point des pilules d'éveil, assurant ainsi un flux constant d'utilisateurs puissants de génération en génération. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Le premier à découvrir ce pouvoir a été frappé par la foudre, ce qui est une méthode plus efficace. Bien que ce soit plus dangereux, cela confère beaucoup plus de puissance que les pilules. Presque tous ceux qui essaient sont tués, c'est pourquoi les nobles ont étudié et fabriqué les pilules en premier lieu. Dans sa vie antérieure, Queen a été accidentellement frappé par la foudre et a survécu, et maintenant, il va recommencer en attendant la tempête qui approche.
Le prochain éclair qu'elle libérera sera pour lui seul. Les nuages sombres se rapprochaient à chaque seconde, et il a finalement vu ce qu'il attendait, un éclair jaune brillant. Lorsque l'énorme éclair est arrivé comme prévu, le jeune homme a gloussé bruyamment, sachant que son chemin vers la vengeance était tracé. Cependant, l'éclair ne frappe pas l'arbre, mais l'endroit à quelques centimètres de celui-ci, il l'a manqué. Sachant qu'il n'aura pas de seconde chance, Quinn a bougé pour poursuivre le nuage orageux qui se déplaçait maintenant au-dessus du gouffre. Déterminé, il a sauté par-dessus la falaise, espérant que la corde enroulée autour de sa taille ne se casserait pas. C'est comme s'il était testé, et que les dieux voulaient voir jusqu'où il irait pour assouvir sa vengeance. Et comme ça, son corps a dégringolé de la falaise. Heureusement, la foudre a frappé comme il l'avait espéré, le frappant en plein dos pendant qu'il tombait. Au même moment, la puissance a surgi en lui, faisant briller ses yeux pendant quelques instants. L'électrocution le fait s'évanouir peu après, toujours fumant. La corde qui l'ancrait au sommet a ensuite commencé à bouger, et une énorme explosion de puissance a jailli du fond. Ses mains se sont agrippées au bord, et Quinn a émergé, débordant de puissance et du désir de faire payer ses ennemis. Il a enfin retrouvé son pouvoir. Dans sa vie antérieure, il lui a fallu des années pour maîtriser l'électricité, car l'éveil de son potentiel n'était que le début. Cela dit, les choses sont différentes cette fois, et il a 20 longues années d'expérience pour faciliter sa progression. Il teste son pouvoir et perce un rocher. Pas encore fini. Le jeune homme agite quelques doigts, forçant les morceaux de pierre à se briser de l'intérieur. Au moins, il sait que sa magie n'est pas mauvaise du tout. Maintenant, il doit vérifier sa vitesse. Plantant ses pieds dans le sol, il les imprègne de charges électriques et se précipite pour couvrir une distance énorme en un instant. À ce rythme, il était satisfait et trouvait cela acceptable. Pour la dernière partie, il se demande s'il peut invoquer son avatar. Quinn serre les dents et rassemble tout son pouvoir, voulant qu'il se matérialise. Cependant, une misérable volute d'énergie apparaît au-dessus de sa tête, indiquant clairement qu'il n'a toujours pas le pouvoir nécessaire pour cela. Les avatars sont possédés par de très grands guerriers et servent de manifestation de l'âme du porteur. Une immense maîtrise des arts électriques est la seule chose qui rend l'invocation possible. Un seul noble avec un avatar peut décimer des régiments entiers et anéantir leurs ennemis. Heureusement, la zone dans laquelle il se trouve lui offre beaucoup d'espace pour s'entraîner et pratiquer. À sa surprise, une voix légère a soudainement appelé son nom. C'était Métis, qui se cachait joyeusement derrière un arbre. Elle a décidé de le suivre car il était si mystérieux à la maison. Cela dit, c'était à son tour de poser des questions et elle se demande quand il est devenu si fort. Apparemment pris, Quinn décide de lui raconter l'avenir. Il s'assoit pour la conversation et il affirme carrément qu'il vient du futur. N'y croyant pas, elle le gronde pour avoir plaisanté et le frappe en guise de punition. C'est une réaction naturelle à une déclaration aussi ridicule après tout. Passant à autre chose, la fille s'emballe de le voir devenir éveillé, car cela change tout. Il a maintenant une chance d'entrer à l'académie, de les protéger des nobles maléfiques et de gagner beaucoup d'argent. Quinn remet sa petite sœur à sa place avant qu'elle ne s'y enfonce trop. C'est vrai qu'il les protégera de sa vie, mais il lui demande de garder le secret pour l'instant. Bien qu'il promette de mieux expliquer plus tard, elle le rejette, sourit et dit qu'elle lui fait déjà confiance de tout son cœur. Maddie demande ensuite si la cicatrice sur son visage est permanente, ce qui l'incite à regarder et à être ennuyé qu'elle soit apparue exactement au même endroit que la dernière fois. Les frères et sœurs passent une longue nuit à s'entraîner. Avec le soleil haut dans le ciel plus tard, Quinn se tenait immobile, les yeux fermés et les mains jointes. Recevant son signal, Maddie lance un tas de pierres depuis une branche d'arbre très haut. Utilisant les ondes électromagnétiques, il détecte les projectiles et, avec ses jambes chargées, traverse la Terre à toute vitesse pour les arracher tous de l'air. Bien que ce soit fini en un instant, il ne parvient à prendre que 14 pierres sur 15. Elle est impressionnée par la vitesse à laquelle il apprend et dit que c'est comme s'il l'utilisait depuis toujours. Cela dit, elle lui demande de l'aider à descendre de l'arbre, mais il refuse catégoriquement de s'arrêter tant qu'il n'aura pas réussi à en prendre les 15. Elle lance les pierres avec colère, se plaignant que cela fait 4 heures qu'ils ont commencé. Le jeune homme continue et libère plusieurs éclairs d'énergie. Sa sœur veut en finir car il a touché les 15, mais il augmente soudainement la cible d'une unité. Après la mort des parents de Gavin, il a maudit la force qu'il avait renvoyée dans le temps, ayant l'impression qu'elle le punissait pour une raison quelconque. Cependant, la semaine qu'il a passée à s'entraîner avec sa sœur, aussi intense soit-elle, a été une grande source de joie pour lui. Il peut la voir si heureuse et pleine de vie. Et à la fin des longues journées, il se dit que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis 20 ans. Sa rencontre fatidique avec Silas allait arriver tôt ou tard. Pour l'instant, il doit s'occuper de la famille Ravel ou des tyrans qui ont brûlé son village jusqu'au sol, impitoyablement massacré ses parents et causé à sa sœur suffisamment de douleur pour mettre fin à sa vie. Dans sa vie antérieure, il n'a jamais pu se venger d'eux. Au moment où il a maîtrisé ses pouvoirs, son rang élevé et sa noblesse rendaient trop dangereux de s'en prendre à eux, surtout avec le projet plus vaste de faire tomber le régime. Maintenant qu'il y pense, il maudit ce fichu plan. Joignant ses mains, il matérialise une épée d'électricité pure et la projette à travers un arbre. Cette fois,
il ne s'embêtera pas avec la subtilité. Dans la province de l'Est du royaume se trouvait le château de Ravel. Là, un homme seul se déplaçait dans la nuit, sautant au-dessus de ses murs. Enveloppé d'obscurité et d'électricité, il se faufile dans les environs. Le château lui-même est fortement gardé par des soldats, mais heureusement que Quinn peut se déplacer à la vitesse de l'éclair, ce qu'il ne remarque même pas. Il entend une voix près de la fenêtre, ordonnant à quelqu'un d'apporter la nourriture aux nobles. Le chef ordonne à ses cuisiniers de se dépêcher, ne voulant pas être tué pour avoir servi de la nourriture froide. Le timing était parfait, et maintenant l'intrus a juste besoin d'une distraction notable. Sautant un peu plus, il trouve un groupe de gardes, ennuyés et peinant à rester éveillés. Ils se plaignent d'avoir été arnaqués par Aldé, qui leur avait soi-disant promis des femmes. Un homme a pris la parole, signalant que quelqu'un avait tué leur contact. La nouvelle les stupéfait, mais l'un d'eux a encore le culot de s'inquiéter pour les filles. Ce sont les mêmes ordures qui prévoient de violer Mehdi et Anna. Des monstres comme eux méritent d'être punis brutalement. L'appliquant lui-même, Quinn coupe la tête de la statue sur laquelle il se trouvait, et elle tombe pour écraser le garde sans méfiance en dessous. Bien que les autres hommes soient choqués, ils ne réalisent pas encore qu'il s'agit d'une attaque d'un intrus et pensent que c'est un accident causé par un morceau détaché du vieux château. Ne se souciant pas de leurs camarades morts, ils partent à la recherche d'un nettoyeur. Les soldats étant partis, Quinn est libre de voyager plus loin sur un chemin dégagé et tranquille. Le château est toujours un labyrinthe de pièces et de tours, il ne peut donc pas simplement les traverser à l'aveugle. Voulant avoir une meilleure vue des choses, il se dirige vers le sommet d'une autre tour, l'escaladant facilement avec ses pieds et ses pouvoirs seuls. S'accrochant à la tige tout en haut, il trouve avec succès les quartiers du comte et saute avec sa destination. Son plan est de commencer par le haut et de descendre. En atteignant une porte gardée, il est facile de conclure que le comte est de l'autre côté. Cette fois, le misérable paiera pour ses péchés et ses crimes. Les soldats l'ont vu alors qu'il approchait ouvertement, mais ils étaient trop lents et Quinn était déjà en train de tuer. Tenant leur casque métallique, il y fait passer de l'électricité et les électrocute de la tête aux pieds. Puisqu'ils n'auront plus besoin de leurs épées, il en prend une pour lui et ouvre la porte en donnant un coup de pied. Intrusant chez le comte et sa famille, il interrompt leur dîner, disant qu'il est temps de payer le prix de ses méfaits. Ravel regarde nonchalamment l'invité non invité, tandis que Ziwell boit et se vante d'avoir raison. Comme il l'a dit, l'homme qui a tué Aldé ne manquera pas de venir les chercher ensuite. Le comte était toujours sceptique, ne croyant pas qu'un tel avorton aurait pu tuer le chef du village, à moins qu'il n'ait volé les fausses pilules d'éveil des nobles. S'adressant au jeune homme, il lui demande avec condescendance s'il se sent un peu plus puissant que d'habitude. Ces paroles dénigrantes rappelaient à Quinn la réalité. Les nobles n'agissaient qu'avec mépris envers les roturiers, et il n'y avait pas d'exception. Pour eux, il n'est pas plus menaçant qu'une mouche, mais il est temps de changer tout cela. Il avoue avoir tué Aldé, le traître qu'ils ont aidé à planifier l'attaque de son village. Avec sa confirmation, Zivold demande les 100 pièces d'or qu'il a parié avec son père. Ravel bâilla, complètement indifférent à tout cela. Il supposait que le chef pathétique avait été tué à cause d'une querelle pathétique, croyant que les sauvages du village s'entretueraient pour un morceau de viande. Soudain, une vague d'énergie a traversé le repas sur ses couverts. On demande au comte s'il sait ce qu'est le cochon à gros ventre. C'est le surnom que les nobles de la capitale lui ont donné. Dans la vie antérieure de Quinn, il a passé beaucoup de temps avec la haute noblesse, et l'un de leurs passe-temps favoris était de se moquer des nobles provinciaux. Ravel ne faisait pas exception, bien sûr. Ne plus être nonchalant, le comte est insulté par ses paroles impudentes. Comte et comtesse Ravel, également connus sous le nom de cochon à gros ventre et salédron, ils sont tous des paysans pour quelqu'un de plus haut placé. Entraînée dans la vague d'insultes, la dame brise son calice de colère. Elle lance une décharge d'électricité pour brûler l'intrus jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Alors que la fumée se dissipait, ils ont vu le jeune homme se tenir là complètement indemne. Ils demandent si c'est tout ce dont l'alédron est capable. Elle n'arrivait pas à croire qu'il était toujours en vie. Mais plus qu'il l'est, elle est impatiente de savoir s'il peut résister à une attaque à pleine puissance. Avant qu'elle ne puisse attaquer à nouveau, son propre fouet d'énergie rouge l'a frappé. La maigre attaque la déconcerte d'abord, mais le corps de la femme se secoue et tremble soudainement alors qu'elle perd le contrôle de son pouvoir. Les manieurs maladroits comme elle ne peuvent pas canaliser le pouvoir en toute sécurité, une marque habituelle d'un débutant non entraîné. Ravel s'inquiète et appelle sa femme. Cependant, il suffit d'une petite étincelle de Quinn. Avec son déclencheur, le pouvoir instable à l'intérieur d'elle explose alors qu'elle est encore en l'air. Sa famille a crié en la voyant être projetée et tomber sans vie sur le sol avec un grand bruit sourd. L'intrus console le comte, promettant de le faire rejoindre sa femme assez tôt. Ne voulant pas que cela se produise si facilement, Xivol bloque son attaque à main nue, permettant à son père de contourner l'attaquant. Le centre de la pièce explose de leur pouvoir, mais Quinn parvient à reculer à temps avant qu'il ne le frappe. Il marche vers le cerf qui a osé attaquer un noble. En punition de ses crimes, ils s'assureront de l'éliminer et passeront ensuite à l'incendie de son village. Souriant à leurs menaces, le jeune homme dit au cochon d'écouter et dit que le loup est arrivé pour les traquer. Sievold bouge en premier, désireux de venger sa mère morte, mais son attaque était si lente comparée à celle de Quinn.
C'était un jeu d'enfant d'éviter des attaques aussi maigres et maladroites. Ils ont peut-être été réveillés, mais tout vient des pilules et rien en comparaison de sa force chargée de foudre. Cela dit, en affronter deux en même temps rend la situation dangereuse car il doit continuer à surveiller l'autre. Le comte attaque au moment où il esquive pour éviter les coups du soleil. Ravel force une ouverture pour oser incite Zivuld à saisir l'occasion d'attaquer. Prêt à en finir, Queen se tient entre leurs poings surchargés. Il libère son propre pouvoir et attrape chaque coup de poing à main nue. Un coup de pied rapide à l'estomac met le comte hors service. Quant au fils, il terrorise son village depuis bien trop longtemps. Les nobles pathétiques se faisaient appeler les guerriers choisis de Dieu. Il est maintenant temps de laver tous leurs péchés. Tenant toujours la main de Zival, il fait exploser le jeune noble. Ravel a hurlé en voyant un autre membre de sa famille se faire tuer. Enragé, il a rassemblé toute l'énergie de son corps et l'a déchaîné sur le morveux, terrorisant sa maison. Cependant, il est tombé au sol en le voyant indemne après avoir encaissé toute sa force. Finalement, terrifié, il se demande qui est cet homme. Queen se dit un simple paysan, un simple moins que rien qui a souffert de leur cruauté toute sa vie. En conséquence, il a décidé que trop, c'est trop et qu'il était temps de mettre fin à leur tyrannie. Ravel réalise enfin qu'il a dû obtenir ses pouvoirs de la foudre elle-même. À genoux, désespéré, le comte l'accuse de lui avoir tout pris, mais Queen remet les choses au clair et dit qu'il a simplement nettoyé une porcherie. On le traite d'idiot irresponsable pour avoir défié les nobles. En tuant le comte, il signera son propre arrêt de mort et sera traqué par le reste. Le jeune homme le regarde attentivement. Le pendentif à son cou est un symbole de sa noblesse. Queen l'arrache, ne voulant pas être effrayé par de simples bijoux bon marché. Ravel hurle, disant qu'un paysan comme lui n'est même pas digne de le toucher. Une fois qu'il sera mort, les hauts nobles même traqueront l'assassin. On lui dit de ne pas en être si sûr. Queen fixe son reflet sur le pendentif. Déclarant que c'est lui qui va chasser cette fois-ci, il serre fermement son épée et tranche le cou du comte. À l'intérieur du château Ravel, Queen fouine avec un seul objectif en tête, obtenir de l'arcanite. C'est le minerai le plus cher au monde, utilisé par les nobles pour créer leurs emblèmes. Il leur permet d'amplifier leurs pouvoirs électriques. Cependant, étant donné son prix, seuls les nobles de la capitale en possèdent de grandes quantités. Se souvenant que le comte Ravel se vantait d'en avoir sur ses terres, il pense que l'homme a dû l'amasser dans sa chambre personnelle. Dans cette optique, il se précipite vers sa chambre et trouve un coffre au trésor. Il l'ouvre en utilisant son pouvoir et est frustré de ne trouver qu'une petite portion du minerai. Il maudit le comte pour l'avoir trompé, car il s'attendait à en trouver suffisamment pour fabriquer une arme. Il a besoin de plus que l'éclat pour ses plans. Les Ravel ayant disparu, les villageois n'ont plus rien à craindre, et il faudra du temps aux nobles pour remplacer le comte. Et avec le chaos qu'elle prévoit dans la capitale, ils auront des préoccupations bien plus urgentes que de gouverner une province lointaine, ce qui signifie que sa famille sera en sécurité pendant qu'il sera inscrit à l'académie. Il sourit à cette pensée, heureux de pouvoir assurer la sécurité de sa famille. Il a hâte de leur dire qu'il a déjà réveillé ses pouvoirs et de voir l'expression sur leur visage. Il arbore à nouveau un sourire sentimental, se souvenant que dans sa vie antérieure, il était descendu de la montagne à moitié mort. Ce jour-là, il pensait qu'il avait simplement été électrocuté. Blessé et étourdi, il a réussi à se traîner jusqu'au village avant de s'effondrer dans un état second et confus. Les villageois sont venus à son secours, inquiets de ce qui lui était arrivé. Il leur a assuré qu'il allait bien et qu'il était juste épuisé. Mais soudain, il a créé sa toute première étincelle électrique. Le courant a traversé son corps, envoyant des décharges de tension. Il était aussi choqué que les villageois lorsqu'ils ont vu l'étincelle au bout de ses doigts. Tout le village a célébré et l'a porté sur leurs épaules en criant son nom. Ils étaient remplis de rire et de bonheur. Ravis que le garçon ait enfin réveillé son pouvoir. Pour les villageois, il était la lueur d'espoir pour une vie meilleure. Un noble qui allait plaider pour le bien du peuple. Grâce à lui, ils auraient enfin suffisamment de ressources et seraient protégés contre les seigneurs locaux. À présent, maintenant que son pouvoir s'est réveillé, il se demande comment ils réagiront cette fois-ci. Cependant, une soudaine prise de conscience l'envahit. Sentant la crainte s'installer lentement, il regarde autour du village et découvre qu'il est complètement désert avec un silence assourdissant. Il tremble de peur en pensant que son village a de nouveau été attaqué par les ennemis. Il se précipite comme un éclair vers sa maison, complètement inquiet pour sa sœur et sa famille. Il entre chez lui comme un fou, le cœur battant de peur dans sa poitrine. À son horreur, sa maison est vide, mais il ne trouve aucun signe de lutte. Commençant à devenir fou, il cherche frénétiquement tout le monde. Alors qu'il est sur le point de s'effondrer, il entend un grand bruit suivi d'acclamations rugissantes. Il s'avère que les villageois lui ont préparé une surprise. Ils célèbrent tous le fait qu'il ait réveillé son pouvoir qui lui accordera la noblesse. Sa famille est si fière de lui, surtout sa sœur, Mehdi. Il lui lance un regard agacé car elle lui avait promis qu'elle ne dirait à personne qu'il s'était réveillé. Elle lui adresse un sourire timide et lui dit qu'elle ne l'a dit qu'à une ou deux personnes, mais cela s'est malheureusement répandu à tout le monde. Les enfants affluent autour de lui et le taquinent à propos de son pouvoir, posant des questions et se demandant s'il peut se déplacer super vite comme un éclair.
C'est comme s'il ne manquerait jamais de questions, demandant s'il peut sauter très haut, fendre une montagne en deux ou voler jusqu'au soleil et revenir. Super excités, les enfants lui demandent de leur montrer ce qu'il peut faire. Le jeune homme soupire devant leur persévérance innocente, mais se sent timide à l'idée de montrer son pouvoir. Il continue de lui poser des questions, et même les adultes commencent à intervenir, le suppliant de leur montrer ne serait-ce qu'une étincelle pour étancher leur curiosité et leur impatience. Après quelques convincements, il cède finalement et décide de leur montrer quelques tours de fait qu'ils ne seront pas submergés par son véritable pouvoir. Il active ensuite son électricité et ses doigts commencent à lancer des éclairs d'énergie. Il crée ensuite une image d'un cheval à partir des éclairs, faisant halter les villageois et ouvrant grand la bouche d'admiration. Ils scandent tous son nom, le louant et lui disant à quel point il est incroyable à leurs yeux. Il est leur espoir et leur rêve maintenant. Juste à ce moment-là, une présence mystérieuse honore leur village. Ils recherchent Queen, qui est la seule personne éveillée dans le domaine de leur village. L'homme se tient si digne avec une peau de loup couvrant sa tête et son corps couvert de cicatrices de guerre. Queen est surpris de voir l'homme appelé Rayshak, qui est le chef des loups argentés. L'homme a entendu des rumeurs selon lesquelles Aldé était mort, qui était autrefois un loup argenté. Avec une aura intimidante et une voix retentissante, il déclare qu'il est de sa responsabilité de maintenir l'honneur de leur bande de mercenaires en prenant la tête de celui qui l'a tué. Il regarde ensuite Queen d'un air entendu et confirme que c'est le garçon qui a renvoyé Aldé. Queen ne nie pas le fait et déclare qu'Aldé méritait son sort et d'être tué. Le vieil homme est d'accord avec lui et confirme qu'Aldé n'est pas une bonne personne et qu'il est juste un méchant. Il reconnaît que le garçon a raison d'avoir tué le chef de village ignoble, mais le code des mercenaires est sacré et il doit s'y conformer, et il doit venger son camarade. Pour prouver son point, il tranche immédiatement son épée vers le garçon. Queen manque de se blesser et parvient à éviter l'attaque à la dernière minute. Il est alors choqué de voir que l'épée de Reshak est ornée d'une arcanite scintillante. La gemme sur la poignée est ce qui donne à l'épée une quantité supplémentaire de puissance. Le vieil homme sourit. Voyant sa réaction à l'épée, Reshak se vante de celle-ci, notant que son épée est une lame extraordinaire. Il frappe la gemme avec son poing dur et défie le garçon dans un duel à mort. Inquiet pour son ami, Gavin saisit une fourche et intervient, exprimant qu'il aidera son ami à s'enfuir pour sa sécurité. Cependant, Queen est confiant qu'il peut combattre le vieil homme jusqu'à la mort. Après tout, il peut manier la puissance de l'électricité et a un avantage certain sur le chef des loups d'argent. Il saisit ensuite la fourche, prévoyant de l'utiliser contre son adversaire. Voyant sa résolution à se battre, Gavin le traite de fou pour s'être jeté dans la gueule du loup. Il assure à son ami qu'il peut gérer le combat. Et d'ailleurs, il peut profiter de cette occasion pour mesurer la puissance d'une épée d'arcanite. Il sourit avec confiance et accepte le défi de Reshak. Ne voulant pas mettre les villageois en danger, il dit au vieil homme qu'il devrait mener leur combat en dehors du village. Cependant, le vieil homme déclare que cela n'aura pas d'importance puisque leur combat sera terminé en un clin d'œil. Le vieil homme balance son épée vers lui et il bloque immédiatement l'attaque avec sa propre arme, frustré de ne pas pouvoir utiliser son pouvoir puisqu'ils sont au milieu des villageois. Il ne peut pas risquer de les blesser, et donc il ne peut que s'engager dans un combat à l'épée. Pour les protéger et prendre le dessus, il leur dit de reculer. Il charge ensuite vers son adversaire pour réduire leur distance. Sentant son hésitation, Reshak peut dire qu'il s'inquiète que ses amis soient électrocutés. Il serre son arme. Le vieil homme sait clairement ce qu'il fait, et d'après sa réaction, il montre qu'il a déjà combattu des nobles. Ils chargent l'un vers l'autre. Même s'il ne peut pas utiliser son pouvoir d'électricité à sa guise, il peut sûrement imprégner les dents de la fourche de décharges électriques pour parer les attaques de Reshak. Leurs armes s'entrechoquent et le vieil homme est impressionné par la façon dont il lui tient tête. Il balance à nouveau son arme vers le vieil homme et essaie de lire ses mouvements. Il fait un autre mouvement et se précipite vers l'homme. Après avoir réduit leur distance, il lance sa fourche chargée d'électricité en direction de son adversaire. Reshak n'est pas déconcerté par son action. Cependant, il n'a pas encore fini et cache encore une astuce dans sa manche. Puisqu'il ne peut pas utiliser sa vitesse de l'éclair avec les villageois autour, il utilise la fourche pour contrôler sa vitesse et crée une autre attaque vers Reshak, le choquant avec son mouvement imprévisible. Voyant une opportunité d'être à son avantage, il attaque son dos car c'est la partie vulnérable. Il se précipite sur l'homme, son arme chargée de décharges électriques. Cependant, à sa grande surprise, son attaque rebondit et ne déstabilise même pas le vieil homme. Il reconnaît que son adversaire est rusé et capable, mais lui aussi a quelques tours qu'il cache dans ses manches. Il retire ensuite le manteau de fourrure qui recouvre son corps et Queen est stupéfait de voir qu'en dessous se trouve une armure d'arcanite complète, protégeant l'homme de toute attaque. Voyant sa réaction choquée, Reshak se présente à nouveau, lui mentionnant qu'il est également connu sous le nom de tueur de nobles. Enflammé, le tueur de nobles est déterminé à lui montrer la véritable puissance de l'arcanite. Il frappe ensuite à nouveau son poing sur la gemme, révélant qu'avec une petite stimulation, l'électricité stockée dans l'arcanite est libérée. Il frappe donc à nouveau son poing sur son épée et fait de même pour son bouclier, les activant. Il suppose que le garçon est choqué qu'il ait une arme et une armure que seuls les nobles pouvaient se procurer. Il révèle qu'il les a toutes volées au contre-Avel,
et qu'une fois qu'il en aura fini avec le garçon, il finira par s'occuper de Ravel. Débordant de puissance, il promet d'aller vite pour que Queen mette fin à sa vie avec torture. Le garçon sera le numéro 6 sur sa liste, les monstres de la foudre mort. Les deux s'affrontent à nouveau, et au lieu de se concentrer sur le combat, il s'inquiète de la sécurité de tous. À cause de cela, il est retenu et ne peut pas utiliser toute l'étendue de ses pouvoirs sans craindre de mettre tout le monde en danger. Il réfléchit intensément, pensant à une meilleure façon de combattre le vieil homme et cherchant un moyen de retourner son propre pouvoir contre lui. Queen serre les dents, agacé de n'avoir aucune prise sur les arcanites. Le minerai est considéré comme le plus précieux au monde, très recherché pour sa capacité unique à stocker et à catalyser l'électricité avec une efficacité remarquable. Les nobles le convoitent souvent, l'utilisant pour forger des armes améliorant l'électricité qui amplifient considérablement leur capacité de combat. Normalement, ceux qui n'ont pas le don de l'électricité évitent complètement de l'utiliser parce que le minerai est extrêmement volatile et notoirement difficile à contrôler. Si la capacité de l'arcanite est dépassée, elle peut surcharger et exploser avec une force dévastatrice. Quiconque n'est pas compétent dans sa manipulation ou incapable de canaliser correctement son électricité risque sa propre vie simplement en la possédant. Dans le cas de Rorschach, son arcanite ne contient probablement qu'une maigre charge électrique. Le vieil homme loue sa capacité, ajoutant qu'il dure plus longtemps que le vassal du comte qui l'a tué plus tôt. Avec cela, il se jette à nouveau dans la direction de son adversaire. Rorschach demande s'il a entendu parler du baron de Lille et mentionne qu'il a assassiné l'homme après avoir anéanti toute sa famille. Il esquive à nouveau l'attaque du vieil homme tout en pensant à un moyen de surcharger son arcanite. Il écoute son adversaire partager son horreur contre les nobles voulant les effacer de la surface de la terre. Il continue d'éviter ces attaques continues qui sont pleines de mépris et de dégoût. Rorschach marque son éveil en tant que noble comme un signe pour mettre fin à sa vie également. Il n'y aura aucune exception à sa haine, visant à éliminer tous les nobles pour exécuter son plan de vengeance de toute une vie. Le vieil homme balance son épée avec beaucoup de puissance, voulant couper son adversaire en deux. Queen voit une ouverture où son attaque pourrait se connecter, mais il doit tout donner pour gagner le combat. Rorschach rit de joie. Il est impressionné par son adversaire et par la façon dont il lui a livré un bon combat, tenant beaucoup plus longtemps que le baron sans colonne vertébrale qu'il a combattu et tué. Cependant, cela ne durera pas de toute façon puisqu'il prévoit de mettre fin à la vie du garçon maintenant. Avec cette déclaration, il active l'électricité dans sa lame ornée d'arcanite et la balance dans sa direction. Queen bloque son attaque et essaie d'empêcher qu'elle ne se connecte en utilisant ses mains nues. L'homme rit de l'absurdité de son geste puisqu'il aurait dû s'en tenir à esquiver. Queen garde ses mains sur la lame de son adversaire, l'empêchant de le blesser. Il dit alors calmement à son adversaire que le combat est terminé. Brûlant de détermination, l'ennemi en face de lui est peut-être plus fort que lui, mais il est plus habile et n'est pas encore à court de tours. Il révèle ensuite qu'il ne fait que pomper la somme de son pouvoir dans la lame du vieil homme. Comme par magie, l'épée d'arcanite brille sous son toucher et Rorschach crie de douleur. Une explosion dommageable s'ensuit, blessant le vieil homme sur le cou. Rorschach est électrocuté avec une quantité inexplicable de décharge qui traverse son corps. Il laisse tomber son épée sur le sol et perd conscience au milieu du combat. En regardant l'état actuel de son ennemi, Queen pensa que la charge qu'il avait transférée à l'épée d'arcanite était trop importante pour que Rorschach puisse la supporter, car il semble que cela l'ait détraqué. Il soupire en pensant qu'il faudrait des années d'entraînement pour apprendre à son corps à faire face à une quantité d'électricité aussi folle. En le voyant gagner le combat, sa famille et les villageois se sont précipités à ses côtés pour prendre de ses nouvelles. Il leur assure qu'il va bien. Rorschach reconnaît sa défaite et demande au jeune homme comment il a pu le battre. Queen déclare qu'il a simplement utilisé le pouvoir de l'arme de Rorschach contre lui. Le vieil homme est surpris par cette astuce, mais accepte son sort de toute façon, ajoutant qu'il est au moins reconnaissant qu'un noble comme Queen soit celui qui l'ait vaincu. Acceptant son sort, il dit au garçon de l'achever une fois pour toutes, abandonnant sa vie. Cependant, Queen refuse de mettre fin à sa vie, à sa grande frustration. Il ne peut pas accepter que le garçon lui refuse une mort honorable, insistant sur le fait qu'il aime respecter le code des mercenaires jusqu'à la fin. Queen explique qu'il n'est pas un mercenaire et qu'il ne peut pas le forcer à suivre le code des mercenaires. Souriant, il ajoute qu'il ne suit que le code des protecteurs et selon lequel, une fois qu'un adversaire est vaincu, il devient le vassal du vainqueur. Voyant la surprise et le regard confus sur le visage de l'homme, Queen précise qu'il veut que Rorschach, qui est salué comme le noble tueur et chef des loups d'argent, le serve après sa défaite. Le vieil homme est stupéfait par sa déclaration, mais il précise que ce sera bénéfique pour eux deux puisqu'ils partagent le même désir. Les yeux brillants, il révèle que lui aussi a pour but de mettre fin aux nobles. Étant donné que Rorschach est un épéiste talentueux, il peut faire de lui le protecteur de son village. Il nomme les loups d'argent protecteurs de sa famille et de ses amis pendant qu'il se rend dans la capitale et prépare l'envoi des nobles en enfer. Rorschach prend un moment pour digérer ce qu'il vient d'entendre, mais finit par céder. Il jure que tant qu'il respirera, il protégera le village de ceux qui essaieront de faire du mal à tous ceux qui lui sont chers. Après avoir entendu son approbation, il dit au vieil homme de rendre son épée car il a besoin de l'arcanite pour se donner un coup de pouce.
Après avoir retiré la lame, il a utilisé l'arcanite pour forger une nouvelle lame. Alors qu'il forme la nouvelle lame, il l'a imprégnée de propriétés magiques améliorées en s'assurant qu'elle possède une forte magie électrique. Après avoir utilisé ses compétences de forgeron, il a finalement créé une nouvelle épée courbée. À l'avenir, la noblesse passera à l'utilisation de ce type d'arme qui s'est avérée plus performante qu'une épée normale. Il utilisera cette connaissance comme levier contre ses ennemis. Après tous ces préparatifs, il enveloppe son épée et la fixe sur son dos. Confier la sécurité de son village à Reshak, il fait ses adieux à tout le monde alors qu'il commence son voyage vers la capitale, promettant de revenir dès qu'il le pourra. Maintenant, il affrontera la réalité et le destin qui l'attend. Dans sa vie antérieure, il s'inscrira à l'académie après avoir quitté sa ville natale et mettre ses plans en place. Il devra le refaire. Seulement cette fois, il a déjà l'avantage d'avoir maîtrisé ses pouvoirs. Il doit se préparer car c'est l'endroit où il rencontrera ses camarades et l'homme qu'il pensait être un frère pour lui, mais qui le trahira plus tard, Silas. Par une journée ensoleillée, un navire glisse sur la mer. À l'intérieur se trouve Quinn qui a hâte d'arriver bientôt à Lutèce. Il sourit en pensant qu'une fois le navire amarré au port, il se présentera aux autorités. C'est une condition préalable que les nobles nouvellement réveillés doivent se déclarer afin de s'inscrire à l'académie. Là, différents nobles de différents horizons auront la chance de s'inscrire à l'académie la plus prestigieuse pour les personnes nouvellement réveillées. Ils ne réaliseront presque jamais que leur pouvoir n'est pas un don divin, mais simplement un coup de chance. Ils ont tous été frappés par la foudre que certains d'entre eux ne s'en souviendraient même pas à cause du traumatisme que cela a causé. Ils se réveillent en pensant qu'ils ont été choisis par la divinité. De retour sur le navire, un membre de l'équipage annonce que le dîner est prêt. Quinn envisage d'utiliser son temps de voyage en mer pour pratiquer ses compétences d'épéiste et se détendre avant de s'inscrire à l'académie et d'être à nouveau étudiant. Juste à ce moment-là, une femme en manteau commence à avoir le mal de mer et le heurte. Il propose de l'aider, mais est choqué de voir que c'est sa sœur après tout. Mehdi retire son manteau et déclare qu'elle le rejoindra dans la capitale. Il rejette immédiatement son idée et lui dit qu'elle doit monter sur le prochain navire à destination de leur village, pensant à quel point sa décision de le rejoindre est risquée. Constatant à quel point son frère peut être inquiet, elle lui assure qu'elle ne fera rien d'imprudent. Elle a décidé et ne va pas simplement s'asseoir et pourrir dans le village. Le visage de Quinn devient sérieux en remarquant que son insistance à venir avec lui est insensée. Ce sera dangereux pour elle et il ne la soumettra à rien qui puisse lui causer du tort. Elle ne recule pas. En fait, elle interroge même son frère sur la raison pour laquelle, en l'espace d'une journée, ses compétences d'épéiste se sont énormément améliorées. Et pas seulement cela, il manie également l'électricité comme s'il le faisait depuis des années. Le changement de son pouvoir l'a grandement rendu égoïste et sa sœur peut sentir qu'il cache quelque chose. Il soupire et raconte à nouveau son histoire de voyageur venu du futur. Exaspérée par ces histoires inventées, elle l'interrompt, agacée qu'il traite leur situation comme une blague. Elle en déduit que lorsqu'il est tombé de son cheval et a atterri sur sa tête, cela a gâché ses souvenirs. Cela explique également le changement de sa personnalité et toutes les divagations incohérentes. Quinn mentionne que leurs parents ne la laisseraient jamais le rejoindre dans son voyage dans la ville. Elle répond à cela en lui montrant la lettre que leur mère a écrite disant qu'elle autorisait Mehdi à le rejoindre. En retour, il doit s'occuper d'elle pendant qu'elle réalise son rêve de voir et de vivre dans la capitale. Bref, il doit la surveiller pendant qu'elle est sous sa garde. N'ayant pas le choix, il écoute simplement les paroles de leur mère et suit sa sœur qui est maintenant excitée pour le dîner. À la salle de restauration du navire, Quinn observe tendrement sa sœur. Mehdi est le genre de personne qui a toujours su ce qu'elle voulait dans la vie. Dans cette version de sa vie, il l'a protégée avec succès de la tragédie et l'a sauvée d'Aldé. Il se jure de la protéger de tout mal maintenant qu'ils vont explorer la capitale ensemble. Juste à ce moment-là, un groupe de chevaliers entre dans le navire en annonçant qu'ils sont à la recherche d'un noble tueur révélant que le comte Ravel a été assassiné. Ils récompenseront de 10 pièces d'or à quiconque se présentera avec l'information. Mehdi est choquée et nerveuse par la tournure des événements sachant que son frère est celui qui est impliqué dans cette affaire. Un chevalier s'approche d'eux et demande la raison du voyage vers la capitale, doutant qu'il soit en fuite. Quinn le nie catégoriquement et invente une excuse selon laquelle ils sont un couple marié en voyage de noces, faisant halter Mehdi de surprise. Le chevalier devient méfiant car ils ont l'air nerveux et note que le comte a été tué par un homme maniant l'électricité. Alors qu'il est sur le point de demander s'il est nouvellement réveillé, le navire s'arrête brusquement, suivi d'un impact fort et brutal qui fait tomber des barils à l'intérieur du navire. Ils sont dans une impasse après qu'un rorqual se soit présenté et soit entré en collision avec le navire. L'équipage prépare frénétiquement le harpon pour renvoyer le monstre. Quinn les avertit de sa queue. Comme par magie, le rorqual agite sa queue vers l'homme, détruisant facilement le harpon. Les chevaliers commencent également à paniquer, ne sachant pas comment résoudre le problème. Quinn se rend compte que la créature est agressive après qu'il se soit égaré sur son territoire. Normalement, un éclair électrique suffirait à l'effrayer. Cependant, il doit faire attention à utiliser ses pouvoirs autour des soldats, d'autant plus qu'il se méfie de lui. S'il découvre qu'il vient de s'éveiller, il sera leur principal suspect. Avec ça,
il doit uniquement compter sur ses compétences de combat et ses réflexes. Il saisit ensuite une corde et se glisse à travers le navire. Il dégaine son épée en pensant la chasser d'un seul coup. Sautant sur la cible, il balance son épée, lui donnant un coup. Il est surpris de voir que sa peau est dure comme de la roche. Il rebondit à cause de l'impact. Mehdi se précipite immédiatement à ses côtés et vérifie s'il va bien. Voyant que cela semble désespéré, les chevaliers volent le seul canot de sauvetage et le montent eux-mêmes. Une fois qu'un Rurkwald a décidé d'un ennemi, il n'arrêtera pas d'attaquer jusqu'à ce qu'il soit détruit. La bête aquatique heurte son corps énorme et écailleux contre le navire, voulant le fendre en deux. Si cela continue, le navire sera réduit à flotsam en un rien de temps. Comme il n'a pas d'autre choix, Queen plonge dans l'eau où personne ne peut le voir utiliser ses pouvoirs. Il attend ensuite que le Rorqual s'approche. Il serre son épée et anticipe la venue de la bête. Il produit des éclairs dans sa main et frappe la bête aquatique, l'électrocutant jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. Il sort ensuite de l'eau en pensant que le Roarkroll déversera sa colère sur une autre victime, car il est orgueilleux. Pendant ce temps, les trois chevaliers rament frénétiquement loin du navire. À leur horreur absolue, la bête aquatique apparaît près de leur bateau, plus en colère qu'avant. Il a ensuite déversé sa frustration sur eux en détruisant le bateau d'un seul coup. Pendant ce temps, de retour dans le navire, Mehdi lance une corde à son frère pour l'aider à remonter sur le pont. En atterrissant sur le pont, il est soulagé que le navire soit toujours en un seul morceau. Mehdi le serre soudainement dans ses bras, reconnaissante que son frère soit en sécurité. L'équipage célèbre également reconnaissant de lui avoir sauvé la vie. Il le jette en l'air en l'acclamant au fur et à mesure. Plus tard, Queen se sent léthargique après avoir été jeté en l'air pendant un certain temps il y a quelque temps. Le capitaine du navire déclare qu'ils sont sur le point d'accoster à Lutèce dans quelques heures. Pendant ce temps, Queen a hâte de rencontrer les nobles du pays et pense à ses retrouvailles avec Silas. Queen a l'air paisible et profondément endormi sur le pont. Cependant, son rêve est loin de l'être car il rêve de son passé avec Silas, s'appelant frère et se faisant des promesses que rien ne les séparera jusqu'à ce que son meilleur ami le trahisse et l'utilise simplement pour faire avancer ses plans. Queen se réveille de son cauchemar. Il est trempé de sueur et secoué par les mauvais souvenirs. Plus tard, ils arrivent enfin à la capitale du royaume de Gallia. Mehdi est impressionné par la hauteur des bâtiments. Elle ne peut s'empêcher de lorgner sur la vue offerte par la ville. Pendant ce temps, comme il y a vécu dans sa vie antérieure, Queen n'est pas aussi impressionné que sa sœur et essaie juste de se souvenir de ce à quoi cela ressemblait. Il débarque du navire et Mehdi ne peut s'empêcher de s'enthousiasmer en marchant dans la ville pour la première fois de sa vie. Ils arrivent à l'hôtel où il séjourne et Queen demande à sa sœur de réserver une chambre pour une nuit. Il part le premier car il doit se présenter aux autorités locales de sa présence comme nouvellement éveillé pour s'inscrire à l'académie. Il est sur le point de partir quand Mehdi lui rappelle le paiement qu'ils doivent effectuer à l'hôtel. Il lui donne les pièces d'or que les gardes ont laissées sur le navire car il semble qu'ils n'en auront plus besoin. Mehdi Queen de plaisir en déclarant qu'ils sont riches maintenant et qu'ils pourraient acheter toute une rue s'ils le voulaient. Queen se rappelle tranquillement que les prix à Lutetia sont élevés et que les pièces d'or qu'ils ont couvriront à peine quelques nuits. Il part se présenter aux autorités et rappelle à sa sœur de ne causer aucun problème pendant son absence. Elle lui sourit en lui assurant qu'elle ne dépensera leur argent que pour des choses essentielles. Queen secoue seulement la tête sachant que ce ne serait pas tout à fait vrai. L'élu est le nom donné à ceux qui ont été acceptés à l'académie. Cependant, entrer n'est pas si facile. Chaque jour, des hordes de gens se présentent là-bas affirmant qu'ils se sont réveillés. Le garde appelle le suivant dans la file et ordonne à l'homme de démontrer son pouvoir. Nerveux, l'homme essaie de se concentrer et de se concentrer pour montrer son pouvoir. Il jure que lorsqu'il s'est réveillé ce matin, il se sentait étrangement optimiste. Il produit ensuite un éclair dans ses mains. Cependant, les gardes apparaissent soudainement et révèlent qu'ils savent qu'il triche. Il retrouve sa manche et trouve l'appareil avec une gemme d'arcanite qu'il utilise pour produire de la foudre. Les gardes le battent en guise de punition pour sa tricherie. Malheureusement pour le gars, il n'a pas réussi à tromper les gardes. Si quelqu'un réussit le test, il peut demander une récompense en argent, et cette règle attire les escrocs. Après avoir réussi l'examen et pris l'argent de la récompense, les criminels retournent généralement dans leur trou et se cachent pour toujours. Le garde appelle la personne suivante dans la file qui est Queen. L'homme l'avertit de ne pas les tromper pour son propre bien. Sans perdre de temps, Queen affiche son pouvoir et conjure un crâne à partir de ses éclairs. Le garde est stupéfait par son pouvoir déclarant qu'il est vraiment un élu. Il lui demande de continuer dans le couloir pour finaliser son admission à l'académie. Il transmet ses coordonnées au garde et pense que c'est plus facile qu'il ne le pensait et ils ne lui ont même pas demandé comment il avait obtenu ses pouvoirs. Il traverse le couloir qui lui est si familier. Il regarde l'autre bout et là, il voit quelqu'un qu'il déteste tellement qu'il laisse tomber son formulaire et est à peine capable de respirer. Silas ramasse son formulaire et lit son nom à voix haute comme pour le mémoriser. Il lui tend le formulaire avec un sourire et dit qu'il est nouveau aussi. Il ne peut s'empêcher de bouillir de rage car son meilleur ami traître est devant lui. Il se rappelle comment il a perdu la vie à cause de lui et envisage de le tuer sur le coup. Il serre la main en essayant de se retenir. Sentant la tension, Silas demande s'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Queen dit non, alors Silas suppose qu'il est juste fatigué à cause de son réveil et suggère qu'il se repose.
Il prend ensuite son congé et lui souhaite bonne chance. Cependant, le voir si détendu et souriant le déclenche en quelque sorte d'avantage, et cela lui fait perdre toute sa retenue. Il libère les éclairs électriques dans son corps et saisit son épée en se jetant sur Silas. Enragé, il balance son épée vers l'homme de toutes ses forces. Juste à temps, Silas parvient à dégainer son épée et à bloquer son attaque. Soudain, quelqu'un s'interpose entre eux et les sépare. Le vieil homme les félicite d'être impressionnants, affirmant qu'il est bon qu'ils soient impatients de tester leur nouveau pouvoir. Le vieil homme du nom de Tavio, un professeur, se tient si fier en notant que le son des épées qui s'entrechoquent liera les hommes plus rapidement. Il se présente et déclare qu'il est spécialisé dans l'art du combat. Il leur assure qu'ils auront amplement le temps de s'entraîner pendant l'entraînement, ils doivent donc ralentir d'abord. Quinn reconnaît l'homme connu pour être le guerrier le plus puissant de la capitale. Il est la figure clé de la libération de l'ordre, qui était le groupe qui le tuera dans 20 ans. Silas sourit et s'excuse auprès du professeur. Il souligne qu'ils viennent de réveiller leur pouvoir, il n'est donc pas facile de les maîtriser. Il tend donc la main vers Quinn et s'excuse s'il l'a en quelque sorte offensé, dans l'attente de croiser le fer avec lui à l'avenir. Quinn accepte sa main en pensant qu'il est déjà bien plus puissant qu'il ne s'y attendait. Cependant, cela ne l'empêchera pas de tuer le traître. Avant cela, il se dit qu'il doit se retenir, sinon sa vie se terminera comme la première fois. De plus, Silas lui doit des réponses quant à la raison pour laquelle il l'a trahi. Pendant ce temps, un homme d'une autre pièce observe les deux nouveaux étudiants, pensant qu'il y a un grand potentiel en eux, et ils doivent donc tester leur loyauté immédiatement. Cependant, il ne sait pas s'ils peuvent survivre à ce qui les attend. Premier jour de cours, les élèves sont occupés à bavarder et à se faire des amis. Pendant ce temps, Quinn descend le couloir en repensant à la façon dont il a entraîné son corps pour une étude intense. Bien que sa force ne soit plus ce qu'elle était, il est toujours bien plus fort que tout nouvellement éveillé. Il doit garder son pouvoir caché afin d'éviter toute attention indésirable. Personne ne peut savoir à quel point il est puissant. Dans le cours d'arts martiaux, le professeur Tavio se présente comme leur nouvel instructeur. Il discute avec sa classe du fait qu'il doit vérifier leurs compétences au combat et note que certains d'entre eux sont déjà des combattants qualifiés. Un des étudiants se porte immédiatement volontaire pour commencer la formation. Il se souvient comment un des étudiants est mort pendant l'entraînement, submergé par une forte décharge de foudre qui a traversé son corps. La foudre n'épargne personne, et elle frappe les enfants, les adultes, même les personnes âgées. Chaque année, des dizaines de nouveaux éveillés s'inscrivent à l'académie pour maîtriser vraiment le pouvoir qu'ils ont acquis. Après avoir expliqué les règles, Tavio déclare que la leçon va maintenant commencer. Il pointe ensuite Quinn et demande son nom. Le garçon se présente et déclare qu'il vient de la province de l'Est. Le professeur lui sourit, se souvenant qu'il était celui qui était si impatient de tester sa force. Il aime l'esprit combatif du garçon, il sait donc que c'est le bon partenaire à choisir pour le péri. Il appelle ensuite son partenaire, Erwin de Sac. L'homme se tient fier et menaçant, des milliers d'éclairs électriques presque palpables dans l'air avec sa présence. Il est l'aîné des deux Sacs, et ils sont les descendants des premiers tyrans éveillés qui ont régné sur la terre depuis l'ombre. Ce sont les hommes qui l'ont tué, et il les déteste de toutes les fibres de son être. Et avec son pouvoir maintenant, il ne peut pas faire le poids contre Erwin. Il doit donc rester calme et éviter les risques imprudents. Il avoue au professeur qu'il peut être parfois emporté et lui dit qu'il perdra un combat contre Erwin. Cela fait rire le professeur, notant qu'il est devenu raisonnable maintenant qu'il est confronté à un ennemi redoutable. Tavio demande ensuite à Erwin si l'un des nouveaux venus attire son attention, et le prince dit que pas un seul n'a réussi à éveiller son intérêt. Il secoue la tête, déclarant que la cuvée de cette année est pitoyablement faible, et que l'un d'eux est si vieux qu'il est assimilé à un fossile. Il pointe ensuite le gars et ordonne aux gardes d'amener le vieil homme à lui. L'homme est traîné vers l'avant. Quinn est choqué par la tournure des événements. En esquivant le combat, il a jeté le vieil homme sous le chariot et sûrement, Erwin l'écrasera. Tavio rit de la situation, se moquant clairement du vieil homme. Il déclare qu'à son signal, ils doivent libérer leur foudre sur leur ennemi. Il leur rappelle de ne pas estropier leur adversaire, mais leur dit aussi de ne pas se retenir. Quinn serre le poing, notant que la plupart des nouveaux éveillés ne peuvent même pas concentrer l'électricité assez bien pour tuer. Cependant, pour les lignées nobles, c'est une toute autre histoire. Leurs pouvoirs s'épanouissent tôt et à l'âge adulte, ils sont déjà de féroces guerriers. Face à son adversaire, Erwin dit à l'homme de se préparer, notant que les faibles ne durent pas longtemps à l'académie. Sachant que le vieil homme mourra sûrement, Quinn ne peut pas rester là à regarder, disant qu'il devrait faire quelque chose. Agissant imprudemment, il se jette dans le combat et essaie de l'arrêter, contrant l'attaque d'Erwin. Le prince sourit, ravi de son geste inattendu. Tavio applaudit, impressionné que l'élève soit assez courageux pour s'insérer dans le duel. Bien qu'il soit courageux, ils ne parviennent toujours pas à contrer l'attaque d'Erwin avec la sienne, même si Erwin n'a utilisé qu'une fraction de sa puissance. Avec cela, Quinn ne peut rejoindre que le groupe D. S'il travaille dur, alors il pourrait être promu. Cela n'aide pas Quinn car le groupe D est le plus faible des éveillés. Au lieu d'être déprimé, il est plutôt heureux de ne pas être ennuyé par le de Sac ni par ses copains. Juste à ce moment-là, un camarade de classe d'Iroin intervient,
en colère qu'il soit insulté par Quinn interrompant son duel. Il suggère de punir Quinn pour avoir interrompu son duel. Erwin sourit, disant qu'une mouche ne peut pas insulter l'honneur d'un homme et qu'un lion comme lui ne se soucie pas des affaires des insectes. Le lendemain, dans la salle de banquet de l'académie, alors qu'il apporte sa nourriture à la table, il remarque que le vieil homme est assis seul et que personne ne veut s'asseoir avec lui, ostracisé à cause de ce qui s'est passé dans le duel. Dans sa vie passée, il était lui aussi obsédé par le pouvoir. Il a rencontré Silas et ensemble, ils ont vécu et respiré pour gagner une place dans le groupe Alpha. Ensemble, ils étaient imparables. Comme le groupe a été réservé à la progéniture noble dès la naissance, ils se sont entraînés brutalement jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement le groupe A et cela leur a donné un ticket pour l'élite noble et leur premier pas vers sa destruction de l'intérieur. Cette fois, il gardera ses distances avec les élites et deviendra simplement un paria. Il s'assoit en face du vieil homme et le salue, se présentant. Il demande le nom de l'homme car il ne l'a pas saisi plus tôt. Le vieil homme s'excuse auprès de lui et mentionne qu'il a fait vœu de silence, mais puisque Quinn lui a sauvé la vie, il le rompra pour lui. Il dit ensuite à Quinn que son nom est Shine, et il va maintenant reprendre son vœu. Quinn le trouve étrange, mais avoir un vieil ami muet à l'académie pourrait être la meilleure chose qu'il aurait pu espérer. Il peut facilement se fondre dans le décor et personne ne le remarquera pendant qu'il exécute son plan. Il prévoit de recueillir autant d'informations que possible sur les deux sacs et leurs alliés, et le fait qu'il soit un paria garantit que personne ne le dérangera pendant qu'il collecte leurs informations. Pendant ce temps, en arrière-plan, quelqu'un de la cafétéria se promène pour offrir des portions supplémentaires aux étudiants. La femme propose des portions supplémentaires à Quinn, et il est choqué de voir sa sœur en uniforme de cafétéria. Il lui saisit la main et l'entraîne dans un coin, exigeant de savoir pourquoi elle travaille à l'académie. Elle lui dit que quelqu'un doit travailler pour gagner de l'argent parce que les prix à l'UTES sont élevés. Il secoue la tête, frustré, et lui dit de trouver un emploi ailleurs. À ce moment-là, Zek apparaît, interprétant mal la scène et pensant que Quinn harcèle la servante. Avec ses chaînes enroulées autour de lui, il s'approche de Quinn avec une aura intimidante, jurant de lui apprendre les bonnes manières. Les étudiants commencent à murmurer en voyant Zek s'énerver contre le nouveau venu. Quinn se reproche silencieusement de s'être attiré des ennuis dès qu'il a décidé de se faire discret. Zek lui crache du feu dessus depuis qu'il a tenu tête à Erwin pendant le test. Les étudiants le regardent maintenant avec pitié car il s'est mis les élites à dos, surtout après que Zek ait juré de le punir pour son insolence envers le prince Erwin. Zek lui dit qu'il n'est pas dans son village miteux, alors il ferait mieux de se tenir à carreau. Il ne devrait pas harceler les servantes à l'académie et doit respecter les règles à tout moment. Il n'est personne, alors il ne devrait pas se prendre pour quelqu'un. Pour lui rappeler leur différence de statut, il lui montre la broche qui signifie qu'il fait partie des élites, contrairement à Quinn. Il a peut-être réussi à gagner une goutte de sang noble, mais il n'est toujours rien comparé à eux. Il saisit ensuite Quinn par le col et répète qu'il n'est qu'un sang de terre. Les sangs nobles sont les descendants des anciennes maisons nobles. Leur pouvoir s'éveille dans l'enfance, et ils ont déjà un statut noble au moment où ils entrent à l'académie, et la goutte de sang prouve leur rang. Chaque année, de nouveaux espoirs fraîchement éveillés les rejoignent, désireux de maîtriser leurs forces. Cependant, ces étudiants sont considérés comme appartenant à la classe des sangs de terre. Pour apaiser l'homme en face de lui, il s'excuse et déclare qu'il connaît sa place et qu'il n'avait pas l'intention d'offenser qui que ce soit par ses actions. Pendant qu'il s'explique, il est choqué de recevoir une raclée de Zek, qui s'offusque qu'il parle sans sa permission. Il s'excuse à nouveau comme un mouton obéissant, implorant d'être pardonné. Toujours agacé par lui, Zek lui rappelle qu'il devrait prendre ça comme une leçon. Cependant, il remarque que son visage ne porte aucune trace du coup. Quinn est condamné dès que l'homme le remarque. Puisqu'il s'est protégé avec une fine couche d'électricité, Zek serre le poing de colère, insulté que Quinn continue de s'en prendre à lui et de le provoquer. Quinn ne veut vraiment pas d'ennui, et il n'a agi que par pur réflexe pour se protéger d'une agression. En colère, Zek décide de lui donner une bonne leçon en le projetant à travers la pièce avec sa seule force. Cela ne laisse pas d'autre choix à Quinn, le forçant finalement à se décider à se battre. Cependant, il ne peut toujours pas libérer toute sa puissance. Soudain, Zek se jette sur lui, produisant des éclairs et les envoyant dans sa direction. Cela inflige immédiatement de lourds dégâts à Quinn, le blessant. Puisqu'il doit gagner le combat, il décide d'utiliser plus de puissance, libérant une charge électrique supplémentaire pour bloquer l'attaque imminente de son adversaire. Cependant, cela s'avère encore insuffisant car Zek continue de le dominer. Le noble sourit à sa misère, se moquant de lui parce qu'il n'est rien de plus que ça et qu'il n'a clairement aucune chance contre lui. Il envoie plus d'éclairs dans la direction de Quinn, blessant encore plus le garçon. Il n'arrive pas à croire que Zek est bien plus fort que lui. Le noble s'approche de lui et le félicite d'avoir tenu aussi longtemps. Cependant, il a l'intention de terminer le combat maintenant et de faire de lui une leçon pour tous les étudiants de première année à voir et à retenir. Tous les étudiants de première année sont figés sur place lorsque Zek inflige une raclée continue à Quinn. Il est lentement vidé de ses forces et commence à avoir l'impression qu'il va mourir. Impitoyable, Zek dit aux étudiants de continuer à regarder pendant qu'il transforme l'insecte en son punching ball. Zek rit de façon menaçante,
disant qu'il n'a pas encore fini de torturer Quinn. Quinn est retenu par les chaînes. Presque à sa limite, il pense qu'il va être tué sur le coup, regrettant d'avoir surestimé ses forces. Il se reproche d'avoir gâché sa deuxième chance car il sent que son corps ne peut plus encaisser de coups. Alors qu'il est sur le point de fermer les yeux, il voit sa sœur courir vers lui. Il s'excuse auprès d'elle dans sa tête car il ne peut plus se relever à cause des blessures qu'il a subies après la raclée. Il reste allongé sur le sol pendant que Zek se prépare à continuer de le frapper. Mehdi supplie le garçon d'arrêter de faire du mal à son frère. À travers ses larmes, elle le supplie d'arrêter, ne voulant pas que le garçon soit blessé à cause de son erreur. Zek sourit, disant qu'elle devrait être frappée à sa place si elle insiste. Il la saisit ensuite avec l'intention de lui donner une leçon, disant qu'aujourd'hui est son jour de chance. Mehdi hurle alors qu'elle est traînée par le noble. Quinn supplie Zek de ne pas emmener la jeune fille, mais sa conscience s'estompe lentement. Il a autrefois abandonné Mehdi à cause de sa soif aveugle de vengeance, et à cause de cela, elle n'a pas pu continuer sa vie. Il ne laissera pas cela se reproduire, mais le visage de Zek le regarde comme pour lui dire qu'il a encore échoué. Quinn se réveille de son cauchemar en hurlant. Il est à l'infirmerie avec des bandages autour du corps après son combat avec Zek. Shane est là, veillant sur lui, et Quinn demande immédiatement des nouvelles de Métis. Cependant, l'homme ne répond pas, toujours lié par son vœu de silence. À ce moment-là, un autre homme parle à côté de lui, s'enquérant de son état. Il est choqué de voir Silas, mais met de côté sa colère et demande d'abord des nouvelles de sa sœur. Silas lui dit qu'elle est revenue ce matin, mais d'après son visage, Zek s'est joué d'elle toute la nuit. Quinn serre le poing, sa colère palpable envers les nobles qui croient tous que la loi ne s'applique pas à eux. Silas lui dit qu'il doit la vie à la servante, mais quand il se tourne vers Quinn, le garçon est déjà perdu et aveuglé par une rage pure après avoir appris que sa sœur a été blessée. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.